le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Et cette semaine, on a une raconteuse de bonnes histoires en la personne de Marie Desrolles. Marie, bonjour ou bonsoir. Salut les mecs. Alors on te présente brièvement, donc t'es comédienne, autrice, productrice aussi, tu produis des spectacles. Compositeur, interprète, régisseuse, videuse. Je peux faire aussi à l'entrée, je fais la vigile. D'accord. Je débarrasse les tables, je lave les sièges. On peut appeler ça un couteau suisse. Un couteau suisse. Artiste complète, j'ai envie de te dire. Alors tu dis que justement avant de préparer l'interview que t'aimais pas en France, on n'aimait pas les gens qui étaient multicasquettes. Pourquoi ? Bah je sais pas en fait, mais c'est vrai quand t'es comédien, tu dois rester comédien. Faut pas que tu deviennes chanteur. Quand t'es chanteur, tu peux pas devenir humoriste ou comédien derrière parce qu'en fait on se dit bah non, normalement c'est le monsieur qui passe à la télé. Bah c'est le monsieur qui chante. Pourquoi là il chante pas ? Et ça, tu l'as constaté un peu dans ta carrière ou t'as des exemples ? Non, moi j'ai pas de carrière, j'ai une galère. C'est pas pareil. Si j'avais une carrière, les gens le sauraient. Bah quand même, t'as fait spectacle, tu es là depuis quand même plusieurs années dans le stand-up, dans l'humour. Mais c'est plus par passion que par carrière, tu vois, parce que je pense que en soi là, je suis intermittente, j'en vis, c'est cool, tu vois. Mais si j'avais, voilà quoi, j'ai pas développé encore. Mais bientôt, ça va arriver là d'ici 2-3 ans, on va dire putain, Desrolles, elle a une carrière de ouf, elle nous a bien eu. T'as quand même une carrière, même si c'est des galères, mais ça fait partie aussi de la vie d'artiste. Et alors justement, en parlant de galères, il y avait une qu'on avait constatée, c'est avec Mousse, et on a fait une interview pour Love Comedy Magazine il y a 2-3 ans, et tu nous avais raconté une histoire avec Section d'Assaut. Ouais. Ah là là, j'en ai fait un sketch. Hein. C'est quoi une chiquette, ouais. Alors justement, on va y venir. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ah là là, on jouait pour une. C'est une sorte d'association, un truc de quartier comme ça qui nous invite. On venait de commencer, tu vois. Donc partout où on nous demandait de jouer, nous on venait. Tu sais, on disait mais oui, on joue, faut jouer. Oui. Et du coup, l'association nous dit de venir et ça se passe. Elle nous dit oui, c'est en extérieur. Déjà, le stand-up en extérieur, les jeunes, si vous commencez, il faut dire non. D'accord. Alors voilà. Pourquoi faut dire non ? Mais c'est un truc de ouf. Le public, en fait, ta voix s'échappe un petit peu. Le public qui est en extérieur, ils racontent leur petite live, ils ont des bières, ils sont en mode comme s'ils étaient à un concert, quoi, tu vois. Ouais, donc, ils sont debout. C'est vrai que le stand-up, faut debout, le consommer assis. Mais même assis, hein, tu vois, même quand ils sont assis, tu vois, ils sont dehors dans la pelouse ou sur des transats, bah, ils sont en cansvac, quoi, ils s'en battent la race, quoi. Et alors, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé présentement Et donc, du coup, elle nous dit c'est en extérieur. Je lui dis ok. Et elle nous dit ouais, on se donne rendez-vous au métro Botzaris, tu vois, donc au-dessus des buts de Chaumont. Donc ligne 7 bis. Regarde, il connaît pour les Parisiens. Ouais. Pour les autres, c'est dans Paris. Voilà, dans le nord de Paris. La ligne fantôme un peu quand même. Un peu la ligne avec la 11, hein, tu vois, mais c'est vrai que c'est des lignes un peu cheloues. Bref, on arrive à Botzaris et on sort du métro et je vois vraiment une scène devant le métro. Tu vois, et à côté du métro, il y avait un rond-point. Tu vois ce que je veux dire ? Et on arrive comme ça et j'étais avec... il y avait Romain Chélan et Austin Power qui étaient avec moi et d'autres, je sais plus qui, mais en tout cas, on était tous les trois sûrs. Et on arrive comme ça. Et donc, il y avait plein d'enfants, mais des enfants entre 6 et 8 ans, quoi, tu vois. Ouais, déjà, ça commence mal parce que quand tu fais du stand-up, c'est compliqué de... Nous on vient, surtout moi, t'as vu, j'ai un petit stand-up un peu hardcore, je parle de Huck, tu vois, je suis très cru, j'essaye d'arrondir mes angles, mais tu sens que c'est encore un beau carré, tu vois. Ils sont un peu jeunes pour l'humour trash. Un petit peu, bah déjà, ils le comprennent pas, et en plus... Tu fais pas un peu des mimes ou un peu de, tu sais, si ton personnage il bouge pas un petit peu, les enfants n'aiment pas le stand-up en fait, tu vois, mais si t'es Jeff Panaclock, par exemple, ils aiment bien parce que tu mets ta main dans le cul d'une marionnette et la marionnette a dit des gros mots ou des trucs que eux ils comprennent pas forcément, mais ils voient juste une marionnette qui fait c'est très visuel. alors que la marionnette est en train de dire je t'encule, nanana. Mais les enfants font elle est trop mignonne la marionnette, tu vois. Et si moi je commence à mettre la main dans un cul en disant je t'encule, ça passera pas, tu vois. Sur un vrai cul, c'est quelqu'un, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un délire. Et bref, on arrive là-bas, donc que des enfants. On regarde, les parents étaient assis, tu sais, dans le fond, mais très loin, genre, calculent pas leurs enfants. Et juste, là, c'était à nous de jouer. Mais juste avant, en fait, il y a eu Section d'Assaut qui sont venus faire un concert. Et nous, on arrive, l'organisateur, il nous dit, ouais, Section d'Assaut, ils viennent de finir de jouer, c'est bientôt à vous, je vous annonce, et c'est à vous de jouer, tu vois. Je dis, ok, cool. Déjà, tu dis, tu passes après Section d'Assaut, t'es la deuxième partie de Section d'Assaut, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué quand même, ils ont mis le feu en tant que chanteur, tu vois. Ils étaient très connus à l'époque, ou c'était... Ils avaient, pour jouer sur un rond-point à Botzaris, c'était pas non plus justement, c'était avant quand ils ont fait Désolé. Quand ça a commencé à exploser, leur première chanson, tu vois, quand... Désolé. Non, chanson sur la tectonique. Chante ta vite pour t'écouter, vas-y. Bon les gars, désolé.
il a une voix, il nous a bien eu. Et c'était leur premier mais il a pris des cours de chant, David. Ouais. Et bah oui, je pense que ça devait être au début de ça. Donc tu c'était vois, en 2008. Facile, hein, D'accord. tu vois, ou 2009, parce que moi j'ai commencé en 2008. Ils ont explosé en 2010. Et ben voilà, c'était en 2009, parce que moi j'ai D'accord. commencé en 2008 et ça faisait peut-être un an parce que pour dire, bien sûr, je peux aller en Ouais. extérieur, c'est dans ma tête, j'étais déjà Gad Elmaleh, tu vois, Ouais. et du coup je me dis, mais grave, j'ai un an dans les pattes. Tu sais, j'avais pas conscience que quand t'as un an dans les pattes, c'est que t'as un an. Oui. Tu vois, c'est comme un bébé d'un an en fait. Et il y a des gens dans le stand-up. Voilà, tu vois, quand t'as 10 ans de stand-up, en fait, t'es une enfant de 10 ans. T'es pas, tu vois, même ta maturité de texte ou quoi que ce soit, c'est pas encore un truc de enfant d'adulte de 20 ans, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as 20 ans de scène, aussi bien au niveau expérience, texte et détente, tu peux pas jouer avec quelqu'un qui a 1 an ou 2 ans de scène, en fait, tu vois. Ou en tout cas, si tu fais ça, bah ça se ressent énormément pour le public. Et donc, c'est vrai, quand t'as 12 ans de scène, les gens, ils sortent, ils disent, c'était génial. Bah oui, si je suis sur une scène avec des gens qui ont 1 an, Oui. tu vois ce que je veux dire? C'est comme si dans une récréation où tu fais passer le bac à un mec de 18 ans et un mec de 6 ans. Oui. Et à un moment, tu dis, le mec, t'as 18 ans, tu dis, comment je les ai bien eus! Et alors justement, ce jour-là, si t'arrives sur scène, tu vois le public. On voit le public, là, donc, du coup, avec 1 an de scène dans les pattes. Et moi, en plus, attends, le présentateur, avant de nous annoncer, ils font, alors, maintenant, c'est comme le Jamel Comedy Club, mais c'est pas le Jamel Comedy Club. Déjà l'entrée, la meilleure. Super sympa. Entrée la meilleure du monde. Donc déjà, les gens, ils se disent, OK, Jamel Comedy Club de chez Wish. Ok. Vas-y, on y va. Et nous, on arrive comme ça, et donc, il y a que des enfants. Moi, je commence à me dire, on va faire de l'animation de quartier, on va pas faire du stand-up, tu vois. Ça va, les enfants? Alors, nanana, vous êtes en quelle classe? Tu vois. J'essaie de trouver des vannes d'enfants, tu vois, pas leur dire, alors, on est puceaux, tu vois, je pouvais pas faire ça. Et là, à un moment, je suis sur scène en train de leur parler, et j'entends les enfants qui Chiquette! Chiquette! Et à un moment, tous ensemble, ils font Chiquette! 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 Et moi, je suis là, je connaissais pas Section d'Assaut. Et du coup, je pensais que Chiquette, c'était un des chanteurs de Section d'Assaut. Tu vois, il y avait Maître Gims et Chiquette. Tu vois, je me suis dit, c'est chelou comme nom de rappeur. Oui. Mais bon, il y en a des chelous, tu vois. Bien sûr, quoi. Et du coup, je leur dis gentiment aux enfants, je leur dis, non, ça y est, Chiquette, il a fini de chanter. Maintenant, c'est à nous de jouer, tu vois. Donc, chacun son tour. Et là, il y a un petit qui me regarde, me fait, non, Chiquette, ça veut dire, t'es pas marrante. Et là, ils font tous ensemble, pas marrante, pas marrante, pas marrante. Et, tu vois, David, tu sais comment j'aime pas les enfants de base. J'ai un vrai problème avec les enfants, j'ai envie de les taper. Et là, ils étaient tous là à faire ça. Mon cerveau, il était là. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je te jure, c'est vrai, ils disaient, pas marrante, pas marrante. Et ils commencent à grimper sur la scène Non. tels des gremlins. Je vous jure que c'est vrai. Mais un truc de ouf. Et moi, je me reculais, mais comme dans des films. Tu vois ce que je veux dire? Un truc, ils arrivent vers moi. Pas marrante, mais ils montent comme ça sans peur. Moi, je me reculais. Il y a Romain et Ossine qui sont arrivés pour me récupérer. Je vais les défoncer. Vas-y, retenez-moi. Là, mais en vrai, j'avais peur. Ouais. Que tels des petits monstres qui arrivent, des rats, je te jure que c'est vrai, qui montent sur scène comme ça, ils me touchent. Je dis, oh là là. Et Ossine, il arrive derrière en disant, vas-y, t'inquiète, je les reprends. Il est monté 2 minutes sur scène, il a fait comme, il fait, bon, c'est bon, j'arrête, hein, tu vois. La pire scène. Et encore, entre deux, j'en ai eu d'autres qui ont... C'est quand même un bon souvenir. La preuve, on en rigole Ah, aujourd'hui, tu vois, mais C'est j'ai un- mis longtemps à m'en remettre. Hein. Et c'est ta meilleure anecdote sur scène? Non, pas ma meilleure, la pire, hein. Bah, la pire en même temps, mais la meilleure dans le sens en termes de vécu qui est Ouais. la plus marquante. Bah, il y a celle-là, il y a la fois aussi où j'ai joué dans une pizzeria au 2e étage d'une gare. D'accord. Et ouais, quand même, Dans quelle à ville? Orléans. Ah ouais. Déjà, j'ai pris le train pour aller me faire fouetter le cul jusqu'à Orléans, tu Donc vois. t'es entre la margarita et la calzone. Exactement, tu vois, et un truc où t'arrives et il y a rien, mais il y a rien pour faire un spectacle, quoi, tu vois, et même pas le public, les gens qui sont dedans ne savent pas qu'il va y avoir un spectacle. Tu sais, ils sont en couple, en train de faire leur On les petit a pas prévenus avant. Vraiment, j'avais pas l'impression, en tout cas, parce qu'ils étaient installés en mode restaurant, il y avait pas de chaise, Il tu y vois, avait un micro devant. quand même avec une enceinte. Bah, c'était le micro où il disait pour la 4, la margarita pour la 4. La Attends, Volkswagen qui est garée devant, mais est en c'est double pas fil. loin, je te jure, c'est un délire comme ça, quoi. Et on arrive, il y avait pas de scène, il y avait rien, il y avait genre, tu sais, un truc pour DJ, là, histoire que je pense qu'il devait faire des soirées de son. Et il me donne le micro et je te jure, la scène, elle m'arrive au cou, quoi. Tu sais, je suis là, je fais 1m50, il me dit, vas-y, prends le micro de la pizza, vas-y, parle là. Mais frérot, vraiment, on voyait ma tête seulement, on aurait dit un spectacle de marionnettes, le truc, tu vois. Et je suis hal comme as, et on me dit, vas-y, fais-les rire. Alors que les gens, ils me regardent, genre, je suis une serveuse, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut? Moi, je suis en train de draguer ma meuf, on est en train de fêter, je sais pas quoi, en famille.
Vraiment, j'avais l'impression que c'était mes Natacha Campouche, tu vois. Je suis venue, je les prends en otage, quoi. Maintenant, on va faire des blagues. Bah non, moi, je suis en train de manger ma calzone, en fait, tu vois. Et bref, en tout cas, je commence à jouer. Et donc, déjà, rien n'était là pour que ça soit cool. Et au moment où je commence à avoir un peu l'attention des gens, il y a toutes les lumières de la pizzeria qui s'éteignent. Tu vois, je suis là, je me dis, mais c'est quoi cette putain de journée de merde, tu vois? Et vraiment, et derrière moi, j'entends les portes de la cuisine qui s'ouvrent et il y a un serveur qui arrive avec un gâteau d'anniversaire, ce fils de pute. Non. En plein milieu de mon passage, mais c'est pas le gâteau discret, hein. Oui. Le gâteau comme en boîte de nuit, avec les Ouais, avec les, ouais. 25 bougies dessus parce qu'il fêtait 25 ans et le bâtard il se met à chanter joyeux anniversaire et là toute la salle se met à chanter joyeux anniversaire. Et toi, t'as chanté? Nix the mec, tu vois ce que je veux dire? Toute la salle se met à chanter joyeux anniversaire. Moi, j'ai pas réussi à avoir leur attention. Un gâteau, il a eu plus d'attention que moi à ce moment-là. Tu vois, mon ego de comédienne, il a pris cher de ouf, tu vois. Et t'as vu, j'ai une tête qui est pas forcément, y a pas de capital sympathie de base si je souris pas. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment là, j'avais pas envie de sourire. Je regardais le serveur, mes yeux, j'avais envie de le défoncer. Et j'ai réussi un moment à voir son regard et je le regarde, je fais wesh! Et là, il me regarde, il me dit chante, chante. Chante quoi? Il m'a pris pour un jazzman à ce moment-là. Tu vois, parce qu'il pensait vraiment que j'allais chanter joyeux anniversaire avec eux, tu vois. À part prendre le micro et dire va bien niquer ta mère, et je suis parti en fait, mais en mode vénère. T'as pas joué? J'ai joué 4 minutes, 4 tu minutes, vois ce que je veux dire? Jusqu'au moment où l'arrivée du gâteau, et là, ah bah c'est la punch. Hein. Clap de fin. Ça, c'était à quel moment où t'avais commencé à faire de l'humour? Ah bah c'était il y a pas si longtemps. Hein. C'était en fait c'est un pote à moi qui m'a appelé et en fait c'est un vrai problème les potes qui te proposent des scènes et qui disent déjà quand le message il commence par wesh la famille, tu sais que c'est un plan galère. Et quand il y a t'inquiète, mais la famille, cousin, mon frère, tu sens que le mec est en chien et que du coup il fait appel à l'affect pour te faire venir. Tu vois ce que je veux dire? Il dit non mais t'inquiète c'est à Orléans. Il te dit pas que c'est dans une pizzeria. Tu vois ce que je veux dire? Il dit ça dit une date à Orléans. Toi tu dis oui, tu vois ce que je veux dire? c'est pas loin de Paris. D'accord. Toi t'as rendu service. Ouais, c'était vraiment en mode family. Et je me rappelle, il y avait Farid Chamek, David Azencott. On s'est tous fait avoir. Tu vois ce que je veux dire? Il a réussi à ramener. C'était un beau plateau. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'était un beau plateau, mais ça aurait pu être un beau plateau, en fait. Il y avait tout. C'est comme il y a des meufs. C'est une question de timing. Tu vois, il y a des meufs, tu te dis, waouh, c'est des brunes aux yeux bleus, 1m75, nanana. Et tu dis, c'est forcément une bebon. Et elle arrive, elle est pas belle. Mais elle a tout pour être belle, mais elle est pas belle. Ça existe, ça, tu vois. Moi, j'en avais une dans ma classe. Et alors? Bah, elle est pas belle, quoi, mais elle avait tout pour être belle. Alors, justement, toi, tu t'as pas commencé directement par le stand-up, t'as eu une petite carrière avant autre que l'humour. Dans le porno, on a dit qu'on n'en parlait pas, David. Mais bon, c'est sur des films qu'on peut pas retrouver sur les sites spécialisés. Et Michel, on trouvait celle où je suis de dos. Donc, t'as grandi en Normandie? Ouais, en fait, j'ai passé mon enfance, tu vois, de mes 6 mois à 10 ans environ, chez ma grand-mère, à Conchamnouche. Conchamnouche, ah oui, je vois où c'est. Il y a une église là-bas. T'as une vie de merde, David. Vraiment, tu connais Conchamnouche? Il y a même une boulangerie. Je crois, même Jean-Pierre Pernaut, il connaît pas. Ah, si, son petit côté facho, il doit bien connaître la Normandie et surtout Conchamnouche, hein, tu vois. Alors justement, c'était comment cette enfance? Parce que tu parles notamment sur scène de ta grand-mère. Ouais. Ma grand-mère un peu raciste, un peu facho. C'est passé comment l'enfance? Mais en vrai, c'était génial. C'est quoi être un peu raciste, un peu facho? C'est-à-dire qu'elle a peur des Noirs et des Arabes. Mais tu vois, et tu sens qu'elle en a jamais vu. Mais il y a TF1 derrière qui te dit ouh, attention les Noirs et les Arabes. Et donc elle, quand elle la voit, elle est un peu malaisée. Bon bah, je sais pas comment réagir, hein, tu vois. Et moi, j'ai déjà ramené au Paname ma grand-mère, tu vois. Tu l'as déjà vu. Oui. Souvent, quand je la prends en vacances, je l'amène partout avec moi dans les comédie clubs, je m'en fous, tu sais, je suis là, j'ai un verre et une grand-mère, et je suis bien, tu vois ce que je veux dire? Et je me rappelle, je l'avais présentée à Kader, et ça m'a fait rire parce qu'elle était assise sur la terrasse d'en haut. Kader Aoun, on va préciser. Kader Aoun. Bisous Kader. Parce que là, on enregistre au Panama Art Café, dans la cave du Panama. Voilà. Pour ceux qui savent pas, si tu sais pas, je sais pas pourquoi t'écoutes ce podcast, hein, frérot, wesh. Là, on est sur la scène du Paname. Voilà, celle d'en bas, pas celle d'en haut, tu vois, dans l'original. Exactement. Le coca rouge. Et alors, c'est passé comment la rencontre Kader Aoun et ta grand-mère? Et même Jeannette, elle était très timide assise sur la terrasse parce que, il y avait beaucoup de Noirs et d'Arabes, tu vois, on est au Paname. Et moi, alors, il faut savoir qu'avec moi, elle me dit toujours, moi, je suis métisse, hein, du coup. Donc, ça passe? Non, quand je lui demande, elle me dit, toi, c'est pas pareil, tu ne l'as pas choisi. Elle, dans sa tête, faut choisir. Comme si tu choisissais d'être noir ou arabe, tu vois, mais elle va se dire, toi, t'es, bon, c'est,
Voilà, t'es là, quoi, on t'aime bien. Et donc en haut, et il y a Kader qui est toujours très bienveillant, qui vient vers moi, qui me dit c'est Mamie Jeannette et tout. Il était trop content de la voir parce que je fais beaucoup de stories et tout, donc il vient se présenter enchanté. On adore vos petites filles et tout. Et vraiment, je voyais ma grand-mère, elle regardait mal, tu vois, en mode elle avait peur. Je dis tu vois mamie, c'est ça un arabe. Et j'ai vu, elle a regardé comme ça. Je fais, tu vois, ils sont gentils. Un sarrasin. Ouais, tu vois, ils peuvent être gentils aussi. Je te jure, elle m'a fait une tête genre, ouais, bof. Alors que bon. Ton humour, il vient d'elle ou pas? Je pense que mon humour, il vient un peu de ma mère aussi. Parce qu'après, je suis partie habiter chez ma mère. Et tu vois, c'était le genre de femme qui a une vie de merde. Vraiment, tu sais, une sorte de Cosette qui a bossé à l'usine depuis ses 14 ans, qui a pas été à l'école, qui a bossé dans une usine d'œufs, tu vois. 35 ans de sa life, tu vois ce que je veux dire, qui a eu des maris, c'était des fils de pute, excuse-moi mon géniteur, oui, je parle bien de toi, enculé. Bref, la question n'est pas là et du coup, je pense qu'elle a réussi pour pouvoir accepter sa condition, s'accrocher un peu à un sens de l'humour, une autodérision, un truc qui fait que cette dame, en vrai, je crois que c'est la plus joyeuse que j'ai jamais rencontrée, en fait, tu vois. D'accord. Non, je parlais de l'humour un peu abrasif, c'est-à-dire... Ouais, ça vient de la pauvreté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des quartiers où, à un moment, c'est plus de la vanne et de la punch et du roast que de l'humour. Ouais. Tu sais, quand tu viens d'un milieu dur, je pense que ton humour, il est un peu coupant. Tu vois ce que je veux dire? C'est, si t'as grandi dans du satin, tu peux faire des blagues, sur, la Ferrari de ton père. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, si t'as connu que des quartiers où il y a du shit détournante dans les caves, des bails, des gens qui sniffent de l'essence, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on peut dire tu fais des blagues de mecs qui a traîné dans ce genre d'endroit. Il y a une sociologie de la vanne, quoi. C'est-à-dire que je suis sociologue à la base. Alors justement, ton milieu. Donc sociologie, on va venir après. Et c'est que, alors du coup, comment la comédie est venue dans ta vie? Parce que tu dis que c'est un peu ton milieu familial qui t'a inspiré. Ouais. Et à quel moment tu t'es quels sont tes premiers souvenirs de spectacles, des trucs qui t'ont fait marrer dans ta jeunesse? Ah, dans ma jeunesse, j'étais vraiment, tu sais, je suis dans les années 80, donc l'humour américain, c'était pas encore très intégré chez nous, tu vois. Là, je sais que les petits sont Netflix, maintenant c'est Dave Chappelle, etc. Facile, tu vois ce que je veux dire, pour être un peu hype. Moi, je suis de l'époque de Élie et Dieudonné, tu vois ce que je veux dire. C'était l'humour le plus corrosif que je connaissais, c'était ces deux-là, mais en même temps, c'était de l'humour un peu raciste, en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ils peuvent le faire parce que c'était un juif et un noir. Mais en vrai, fait par quelqu'un d'autre. T'as un sketch préféré des vidéos que tu penses tout de suite, là? Il y a forcément ceux où ils s'embrouillent, tu vois, dans la cour pour leurs gamins. Les deux pères. Tu vois, les deux pères ensemble, vraiment, banana, moi, banana. Voilà. Et sinon, en séparé, parce que je les aime aussi séparément. Elise Moon, j'adore son sketch où il est fonce-dé, il fait avec Fiona, Fion. C'est pas marrant, mais moi, ça me fait rire un peu beauf, comme ça, l'humour. Fion, Fiona. Et le truc où il cherche son zizi. Mais c'est le zizi de Jean-Pierre. Celui-là, regarde, je t'en parle, il me fait encore rire. Voilà, moi j'aime bien l'humour un peu gras. Hein. Dès qu'il y a bitch à de cul, ça me fait rire, hein, vraiment. Et c'était donc plus les nuls que les inconnus? J'aime bien les deux aussi, mais je crois que j'aimais plus les inconnus que les nuls. J'étais plus de la génération des inconnus, les chasseurs, les Stéphanie de Monaco. Tu regardais les sketchs à la télé? Ouais. Ah ouais, les cassettes et tout. Et alors sinon, j'adorais Eli Kaku. Vraiment fan de tu rinces, tu washes tes rinces. Ouais, je suis bilingue, qu'est-ce qu'il y a? Ça revient souvent à Eli Kaku dans les podcasts. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il était dep. Voilà ce qu'il avait de spécial, il faisait semblant d'être hétéro. Ça, t'as pas intérêt de couper, hein. Je m'en bats la race. Qu'est-ce qu'il y a? Gring, ça balance. Ouais, tu penses qu'il faisait un petit peu... J'en suis sûr. Moi, j'ai un guédard, ma sœur, tu vois. Moi-même, je bouffe de la schneck. Je sais très bien qui est gay, qui est pas gay. Je balance pas, mais là, j'ai des noms. Et alors justement, qu'est-ce qui te plaisait à part ses penchants sexuels supposés? Non, j'aimais bien alors déjà, il avait une plume, il avait une vision du monde qui était très rigolote, tu vois, sur des choses très simples, un peu comme Gad, en fait. Tu vois, ce côté, il n'était pas engagé, mais justement sur des choses qui pourraient être très légères. Il mettait quand même un truc, tu vois, de fond. Et il était très marrant, en fait. Ouais. C'était un excellent comédien. Ces personnages, il les jouait, mais ils étaient d'une justesse. L'attaché de presse, par exemple. Oh là là, l'attaché de presse, Michel Drucker. Ouais. Ah, Michel Drucker. Oui, pourquoi il parle pas de moi? C'était moi, tu vois, genre. L'attaché de presse qui s'est fait ken par Michel Drucker, c'est des barres, tu vois. Même Madame Sarfati, même tous ces personnages, ils étaient quand même,
d'une justesse incommensurable. Oui, j'emploie des beaux mots, je suis bac plus 5. Bravo. Alors justement, les cours de comédie, t'en as fait dans ta jeunesse? Non, j'ai fait un stage d'une semaine et c'est là où j'ai rencontré Romain Chélan et tout, au Théâtre du Bout. Et c'est là, à ce moment-là que t'as commencé l'humour? Ouais, concrètement. Alors je pense qu'avant, j'ai commencé l'humour dans le quartier. Oui. Mais c'était pas vraiment de l'humour, c'était plus de la défense, De la vanne, ouais, de l'autodéfense. Exactement. J'avais fait un peu de théâtre dans mon association de quartier. Pareil, c'était on montait des pièces, on écrivait pour partir en vacances, tu vois, en délire. Et sinon, ouais, vraiment le stand-up, j'ai mis le premier pied dedans quand mes amis m'ont offert un stage au Théâtre du Bout. Parce que le stage de 4 jours, c'est 500 balles, hein. C'est bâtard, excuse-moi du terme, mais... Le stage du Bout, c'est où? C'est au Bout à Pigalle, en fait, tu sais, à l'époque, il y a le Bourron, le Bout Carré, ils organisaient des sortes de masterclass d'une semaine ou de 3 jours, peut-être un bail comme ça, mais 500 boules. Tu t'en souviens de ce que tu avais fait pendant ces 3 jours? Ouais, je m'en rappelle. Oh là là, c'était dur. Mais en fait, la seule chose bien que je me rappelle de ça, c'est que j'ai rencontré Romain et aujourd'hui, c'est encore mon co-auteur, tu vois ce que Romain je veux dire. Chélan, donc, il est ton co-auteur. Ouais, c'est mon acolyte, tu vois, c'est... Alors, je comprends pas comment tu t'es retrouvé à faire de la sociologie si t'avais déjà un peu une appétence pour l'humour et la comédie. Parce que c'était parce que chez moi, on vient d'un milieu où on n'est pas chanteur, on n'est pas comédien, on n'est pas danseur, tu vois. Soit t'es à l'usine, soit t'es vendeur de shit, soit t'es en prison, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et l'usine, ça m'intéressait pas. Le shit, je l'ai fait. Je transportais les kilos de shit pendant mes années de fac. C'était. Là, je vous dis la vérité. On s'en bat les couilles. Il y a prescription. C'était quelle fac? C'est la fac d'Evry, Courcouronne, en fait. J'étais à Évry et du coup, je déposais le shit du quartier d'Evry jusqu'à Orléans pour un de mes potes dealers. T'étais la mule. J'étais la mule et en fait je consommais, du coup j'avais mon shit gratos plus de l'argent pour c'est mon taf en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est ton job étudiant. Mon job étudiant, exactement. Chacun son job, hein. Un petit go-fast quoi. Ouais. Bah même pas go fast. En fait tu roulais pas très vite pour pas te faire attraper. En fait le délire c'est que bon allez je dis tout, je m'en bats la race. J'étais avec mon pote Youssef. Youssef il avait un 306 cabriolet et moi j'avais un Opel Astra cabriolet. Tu vois, on était déjà les tananana, tu vois, et du coup, le truc, c'est que moi, dans mon coffre, je mettais les kills, et lui, il était devant moi. Les kills, c'est combien de kilos? La moula. Attends, il y a prescription. Il y a prescription de ouf, hein, vraiment, combien de kilos t'emmenais? Bah, je sais pas, en fait, c'était des blocs de 5-6 tablettes, tu vois, j'en avais 4-5, donc je pense qu'il y avait 4 kilos ou des bails comme ça. La prison. Bah, qu'est-ce que je m'en bats la race, la prison, si je vais dans une prison pour femmes, pour moi, c'est Euro Disney. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, tu me mets au milieu de femmes, on prend la douche ensemble. Moi, j'ai été joué dans une prison une fois, mais c'était stylé, il y avait des bonnes meufs de ouf. Tu te faisais siffler et tout. Mais c'est quoi, il y en a même une qui me dit, tu veux pas être ma coloc? Je sors bientôt. Je dis, toi, tu vas être ma coloc. La série Orange is the New Black, tu l'as... Ah, je l'ai vécu. Ouais. Non, je veux dire, tu l'as regardé, Ah, j'ai regardé toutes les saisons, bien sûr, je me suis touché devant. Tu l'as trouvé drôle ou pas? Je l'ai trouvé juste, en fait, ouais, un peu marrante. Les personnages sont bien joués. Et je trouve qu'ils ont des vraies identités, donc c'est quand même intéressant. Alors, non, c'était une petite digression. Oui, non, mais t'as raison, parce que ça fait digression un peu, et la sociologie, ça t'a apporté quoi, concrètement? Oui, comment arrive la sociologie avec le trafic? Bah, c'est pendant la sociologie que le trafic est arrivé, hein. C'est là où j'ai rencontré mes collègues, mais avant, j'ai fait un bac économique et social. Après, bac ES, ouais, exactement. Après, j'ai commencé à faire une fac de droit. Et après, malheureusement, j'ai eu un casier judiciaire qui a fait que Ah, regarde-le, si la mousse. Fais pas semblant que ton casier est vierge. Il est aussi vierge que ma mère, ton casier. Nous l'avons d'ailleurs en exclusivité. Tu t'es fait serrer. Enfin, tu veux en parler? Ouais, bah ça me dérange pas. Il y a prescription. Il y a prescription. J'ai tué quelqu'un. Il y a prescription. Il y a prescription. C'était mon père, il est mort, étouffé dans mon vomi. Il y a prescription. Non, sans blague, j'avais encore un job étudiant. J'ai eu beaucoup de jobs étudiants, mais en fait, quand j'étais à la fac de droit, donc avant la socio, je bossais la nuit dans un centre de tri pour la poste. D'accord. Tu vois, voilà. Et j'avais fait rentrer une ou deux potes à moi dedans. Et en fait, il faut savoir que dans les centres de tri comme ça, il y a beaucoup d'intérimaires. Donc des gens qui s'en battent la race de ce taf-là. Ouais. Et c'était en période de Noël, etc. Donc il y a énormément de cadeaux, de choses qui tournent. Ça circule beaucoup. Ça circule beaucoup à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'ils prennent des intérimaires. Et vraiment, je vous jure que c'est vrai. Et on travaillait de nuit, en fait. Moi, j'étais à la fac jusqu'à 17-18 heures. Et je prenais le taf vers 19-20 heures jusqu'à 6 heures du mat, tu vois. Tu faisais 3-8. Ah ouais, mais c'était un train de vie de ouf, en fait, tu vois.
Et du coup, on voyait tout le monde autour de nous. Nous, on était sages à la base, tu vois. On voyait tout le monde autour de nous qui recouvrait les colis, qui prenaient des Rolex, qui devaient se faire renvoyer chez Rolex, genre pour être réparés. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ils partaient avec des téléphones, des bails où ils regardaient les boîtes, des bracelets. Tu sais, on était là, on disait, ça se fait pas. Vraiment, les mecs, ça se fait pas. Et un jour, en fait, on regarde dans un des rolls, là, comme ça, et on voit, en fait, des enveloppes qui sont destinés à France Loisirs. Wallah, je m'en bats la rase. France Loisirs, ils existent même plus, ils sont morts. T'as barbé des chèques cadeaux. Des chèques cinéma. Tu vois, qui étaient envoyés par chèque cinéma à France Loisirs. Tu sais, ça devait être un délire soit pour leurs clients, soit pour le cadeau de Noël de leurs salariés, tu vois. Truc d'entreprise, quoi. Ouais. Et donc, dans ma tête, en fait, c'est très important parce que j'ai des valeurs et des principes. Je me disais, c'est une entreprise à une autre entreprise. C'est-à-dire que si le truc n'arrive pas, il y a des assurances au milieu qui font revenir les choses. Tu vois, c'est pas le cadeau de mamie à sa petite fille. Vraiment, c'est ça qui était important. Et même déjà à l'époque, pourtant, j'étais dans un milieu assez sale. Il y avait des choses que je me permettais pas de faire, tu vois. Parce que même mon père, qui allait souvent en prison et tout, il avait des valeurs qui m'a quand même inculqué. On balance pas. Il y a des gens qu'on touche pas. Tu vois ce que je veux dire? On touche un système, pas des humains, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une conscience sociale. Ouais, bah, totalement, en fait. C'est un truc où, je pense que vraiment de l'humanité, en fait, tu vois. Et on avait un problème contre, mon daron, c'était un peu un anticapitaliste sans le savoir. Tu vois ce que je veux dire? À sa manière. Côté Robin des Bois. Anarchiste. Robin des Villes. Robin des Villes. Voilà. Et comment vous êtes fait serrer? Du coup, parce qu'on est des très mauvaises voleuses, en fait, parce que c'est pas notre base, tu vois, et que du coup, on a vu ces enveloppes. On a ouvert ces enveloppes. La première fois, on a pris les tickets. Et vraiment, on se rendait pas compte, mais genre, dans l'enveloppe, il y avait déjà au moins 300 tickets cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 30 trucs ça faisait beaucoup. Et en fait, genre, le lendemain ou 2 jours après, on voit des colis. Alors qu'au début, c'était des enveloppes et il y avait déjà 300 tickets. Et là, on voit des colis encore destinés de France Loisirs. Des milliers de places, quoi. Ouais, tu vois, dans notre tête. Et moi, déjà, dans ma tête, je voyais le cadeau de Noël à tout le monde de ma famille. Cinéma. Vraiment, tu vois, c'était même pas du vol de recel. Dis-toi, c'est de la merde. On était des gamines, tu vois, un peu bêtes, quoi, tu vois. Et du coup, on voit ce colis. Et en vrai, même pas on est discrète. C'est-à-dire, on prend le colis et on le met dans nos sacs, dans les vestiaires, en fait. Et dans les vestiaires, dans nos sacs, il y a nos pièces d'identité, il y a tout. Tout le monde peut savoir que c'est nos sacs. Mais on a 18 piges, on est teubés, on voit ça, on se dit, on voit tout le monde qui vole, on se dit, c'est porte ouverte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Libre entrée. Et en vrai, toc, on finit le travail. Et avant de finir, il y a le chef de ligne qui vient, qui nous convoque tous. Et genre, il nous montre à qui est ce sac. Et genre, Zakia et moi, on faisait on sait pas du tout à qui est ce sac. Après, il sort le truc avec la pièce d'identité. On fait oui, cette personne me ressemble beaucoup, mais c'est pas moi. Tu vois. Vraiment, on était dans le déni jusqu'au bout. Et jusqu'au moment où, je jure, c'est vrai, les keufs sont arrivés dans le bâtiment, parce qu'ils ont appelé les keufs. Et ces fils de chiens, vraiment, ils nous ont mis les menottes à Zakia et moi, parce qu'on s'est fait griller avec nos pièces d'identité. Et ils nous ont fait traverser, mais tout l'entrepôt menotté. C'est dégueulasse. Tu vois, alors qu'on on est 2 petites meufs avec des tickets cinéma. Les frérots, vraiment, moi j'étais là, vraiment, on a besoin de ça, nous on vous suit, hein, tu vois, on est 2 gamines. Et c'était à Melun, vers Melun à l'époque, et je vous jure, il était 3h du mat, tu sais, il y avait personne. Melun, c'est loin. Melun, c'est loin. À Melun, t'as le droit de voler des tickets cinéma. Tu vis à Melun, t'as prescription. C'est ça à faire. T'as le droit même de prendre des drogues, tout ça. Tiens, à Melun, vraiment. Et bref, on descend tout Melun, et ces bâtards, ils ont mis genre même la sirène d'alarme. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on a volé 2 tickets ciné, ils roulaient, mais comme des oufs, etc. Je lui disais, calmez-vous les frères. C'est parti avec les gyrophares, quoi. Ah ouais, mais là, même la sirène à 3h du mat, tu vois, je leur disais vraiment besoin de ça et tout. Je fais, oh là là, on dirait que vous avez attrapé Mesrine, quoi. Pour eux, tu veux dire, l'entreprise, ils ont mis la sirène. Non, les keufs, tu vois, nous ramenant dans la voiture, les en mode gyrophares, pimpon, n'importe quoi. Tout ça, mais bon, finalement, malgré ces jobs étudiant pas très conventionnel, t'as quand même pu faire un master. Derrière, j'ai changé de fac et c'était un master de sociaux, tu vois, pas du tout de droit. Pourquoi la sociologie? Alors je connaissais même pas la sociologie quand j'étais en droit, tu vois, j'en avais fait VITZEF en ES, mais c'était pas une matière qui me parlait plus que ça. Et à vrai dire, après, les sciences humaines m'ont intéressé, j'ai regardé le programme et en vrai, pour de vrai, j'avais pris sociologie parce que c'était l'emploi du temps le moins chargé. D'accord. Tu vois, il y avait pratiquement pas de cours, tu vois, les vendredis de libre. Et sincèrement, j'ai pris ça pour ça. Sinon, j'aurais fait de l'économie, un truc comme ça. J'aime beaucoup l'économie. Mais j'ai fait de la socio parce que j'étais une petite conne qui a dit, génial, il n'y a pas beaucoup de cours. Ça consiste en quoi, les cours de socio? Les cours de socio, c'est en fait une analyse de la société, de voir les fonctionnements, les process qui font les rencontres entre individus, etc.
et ce que ça provoque en fait sur le développement social. Tu D'accord. vois, et moi je me suis spécialisée en fait en sociologie du travail. Sociologie des organisations. Exactement, production et organisation. Et en fait, mon taf, avant de faire ça, j'étais dans un bâtiment logistique où j'étais dans la direction et je mettais en place des process de production, c'est-à-dire tout le système de comment les gens vont travailler. Et je devais sociologiquement faire en sorte que physiquement ou dans leur mentalement enlever des charges pour eux, quoi. C'est organiser les gens quand ils travaillent entre eux. Exactement. Dans une Et mettre entreprise. la machine de telle façon, leur dire les cartons, faut les porter de telle façon pour pas te défoncer le dos, etc. Ah, tu devais être au top de hip-hop, là, comme ça. Ah oui, j'arrivais avec mes petits talons et mon truc, clac, 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 clac. Je me la racontais toujours un petit café à la main. Les Et j'étais cool. Les discussions avec les employés, la machine à café. C'est ça. Mais en fait, moi, j'étais au niveau cadre, entre guillemets, et j'aimais pas mes collègues cadres. Je restais qu'avec les ouvriers. En fait, à chaque fois, j'avais fait mes pauses. Prolétariat. Ouais, de ouf, tu vois, j'étais la classe moyenne. C'est-à-dire qu'au niveau de à la cantine, par exemple, il y avait une cantine. Tu mettais à quelle table? Moi, je mangeais pas à la cantine, Ouais. j'avais des tickets resto. Mais souvent, c'est séparé. C'est-à-dire que tu vois les cadres qui Ah mangent ouais, entre eux, les totalement, ouvriers tu entre vois. eux. Et moi, je mangeais pas à la cantine, en fait, tu vois. Il y avait le centre Leclerc juste à côté. Je Ouais. prenais mes tickets, j'allais manger au resto, tu vois. Mais Petit j'étais flunch. plus souvent avec mes potes ouvriers. Hein, je me rappelle les bonhommes comme ça. Après, on allait fumer des ouinges derrière. J'arrivais avec mon petit clac, 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 clac. C'est elle, ouais. Merci, j'arrive. Tu vois, c'était. Et tes collègues cadres, eux, le prenaient comment, ça? Parce que- Eux, je les calculais pas. Je te jure, ils arrivaient dans mon bureau. J'étais toujours en train de regarder des fringues, des choses comme ça. Tu sais, même les réunions à 10h, j'arrivais vraiment, j'avais encore la tresse d'oreiller, je faisais la gueule, tu vois. C'était vraiment un taf qui était pas fait pour moi, quoi. Justement, tu disais dans l'interview du Wheel of Comedy que t'arrivais avec la boule au ventre au travail. Donc en fait, Ah ouais, c'était parce que c'était vraiment un taf alimentaire et c'était pour rassurer mes parents, de leur dire voilà, tu vois, là, je suis cadre dans une usine. Dans leur tête, tu vois, je suis pas au bout de la chaîne, en fait. Vous avez réussi, voilà, quoi. Laissez-moi tranquille. Elle était où l'usine? Tu peux le dire dans quelle ville? Alors ma mère, ouais, elle travaillait vers Dame-Marie-Lélis, en fait. Il y avait exactement à Saint-Fargeau-Ponthierry, dans 77. dans le 77, où là, elle avait bossé pendant 35 ans dans une usine d'œufs. Et après, elle a bossé à Dame-Marie-Lélis dans l'usine, une usine, parce que ça reste une usine quand même, tu vois, qui faisait des trucs pharmaceutiques. Donc ils appelaient ça laboratoire. Moi j'étais dedans, c'est une usine, tout simplement. Et genre ils faisaient les onobioles solaires, tu vois, tous ces petits trucs. Petites capsules. Ouais, tu sais, tous les trucs un peu parapharmacie, quoi. D'accord. Le Pitch Club. Comment t'as pris la décision d'arrêter tout ça pour te lancer dans l'humour? Parce que il n'y a pas eu de transition avant. Quand je suis arrivée à Paris, je pense, tu vois, il y a eu un truc, déjà quand t'arrives à Paris, quand tu viens de province ou de banlieue, tu peux plus être toi. En fait, il y a ce côté un peu individualiste dans Paris, qui est moins côté village. Anonyme. Anonyme, exactement. Donc même déjà, tu peux commencer à te chercher. Moi, j'étais pas lesbienne avant d'arriver à Paris. Hein. Même encore aujourd'hui, je retourne à Conche. Oui, je suis ouvert d'esprit. Hein. Pas plus, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, j'estime que si ma grand-mère de 84 ans elle peut l'accepter, tous ceux qui l'acceptent pas, je m'en bats la race en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si une vieille qui était raciste, qui a du mal avec tout ça, elle me dit aujourd'hui comment va ta copine? Tu vois, tous les autres, je me dis, si toi tu sais pas le faire, c'est vraiment que t'es un connard, quoi. Et l'arrivée sur Paris, elle se passe comment? Pour toi, c'est une libération? T'as un peu une appréhension quand même parce que c'est un Ouais. changement de rythme de vie. Ah, de ouf, tu vois. Et en plus, là, il faut commencer à payer des loyers de Paris, tout ça, tu vois, ça reste... et voilà, quoi, c'est un coût. Et tu fais les stages, Ouais. le stage justement d'humour que tu fais à Pigalle. Ouais. Et ça, c'est, tu le vois, tu retires quels enseignements de ce stage? Est-ce que c'est un déclencheur pour toi? Ouais, bah ça a été là où depuis j'ai jamais arrêté en fait, tu vois, parce que j'ai rencontré Romain et de là après derrière il m'a fait découvrir les scènes ouvertes déjà. Et tu l'as rencontré comment, Romain, d'ailleurs? Sur le stage. Sur le stage, et c'était d'accord. marrant, on était assis à côté, on était les deux rebelles parce que tout le monde devait se présenter. Oui, je m'appelle ça, nanana, nanana. Et on était les deux derniers à pas vouloir se présenter. J'ai dit, vas-y, toi d'abord. Je dis, non, toi. Je dis, là, je le ferai pas avant toi. Nanana, nanana. Tu sais, genre pendant un quart d'heure, on était deux gamins. Et après, en fait, on s'est revus, tu vois, après, dans la pause du stage, là. Et ça fait un peu comme How High. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Method Man et, tu vois. Il y a longtemps.
Et ouais, c'est un vieux film, mais il claque. Si vous c'est- avez pas vu ce film, votre vie, c'est de la merde. J'ai vu il y a des années. Faudrait que je l'envoie. Il claque de ouf ce film. Et du coup, ça a fait un peu comme ça. On était devant le théâtre du Bout. Moi, j'avais des feuilles. Lui, il avait de la weed. J'avais pas de weed, il avait pas de feuilles. Tu vois, vraiment, on s'est regardé. Wow, crac. Et là, ça fait connection. Donc belle rencontre artistique, professionnelle. Ah, c'est même Humaine, au-delà ouais. de ça, rencontre de ma vie, quoi, en fait. J'ai pas beaucoup d'hommes dans ma vie. Et Romain, il fait partie des hommes de ma vie, en fait. Et Bon, je lui suce pas la bite, hein, attention. c'est pour toi, ça se passe comment? Alors après, t'enchaînes comment pour tu fais donc les scènes ouvertes? Ouais, je fais les scènes ouvertes. En À quelle année, l'époque, juste pour préciser? 2008. 2008, donc c'est vraiment les. On est vraiment à la préhistoire, c'est-à-dire. Ouais, c'était avant le Covid, quoi. C'était dans l'ancienne Il vie. y a- Tu faisais la bise et tout. À l'époque où tu pouvais même coucher sans savoir qui était la personne, hein, tu Ouais. sais. Bon, t'avais peur du sida, mais ça s'arrête là. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à Paris, il y a quoi? Il y a 5, 6 scènes ouvertes? Où tu peux Il y jouer. avait Sam Melia et Candy qui avaient le Comedy School, où c'était principalement la plus importante des scènes. Pour ceux qui commençaient, en tout cas, il y avait le Field qui existait déjà, où là, le Field déjà, il a fait découvrir Jamel, Eric et Ramsey, tout ça, donc Ouais. ils étaient déjà là depuis longtemps. Le Paname existait déjà, mais il y avait déjà Mathieu Madénian, Oui. qui était jeune, tu vois. Il y avait qui encore? Ils étaient pas nombreux à tourner au Paname, mais tu vois, la cave avait commencé à ouvrir. Ouais, et vraiment, il y avait pas énormément de scènes, quoi. Après, Ouais, on en c'était- avait monté une avec Romain et il y avait Lenny aussi à l'époque qui était déjà avec nous. Et après, vraiment en cette période-là, il y a Kian et tout qui ont créé le bordel là-haut. Théâtre Galabru. Exactement. Et le premier spectacle, il arrive combien de temps après? Le premier spectacle, je l'ai joué chez Michael Chetry à la Comédie des Boulevards. On va préciser qui c'est, Michael Chetry. Oui. C'est un producteur de Ouais. Chef Panaclock aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un qui pèse dans le game alors. Qui pèse dans le game, un beau gosse. Ouais, regarde la meuf il pèse dans le game. Il est beau. Qu'est-ce qu'il travaille bien. Bisous, Michael. Je cherche un producteur. Soit dit en passant. Au cas où, quoi. Comment ça s'est fait la connexion à l'époque? Tu te souviens? Mika, à l'époque, il n'était pas encore producteur de Jeff Panaclock. Il venait d'acquérir la Comédie des Boulevards. Je pense qu'on s'est rencontrés genre vers le gymnase ou à l'époque du Pranzo. Ah, il y avait le Pranzo aussi Ouais. dans les scènes où on allait jouer souvent. Où du coup le Pranzo c'était au tonton de Kev Adams. Oui. Et du coup c'est là où ils ont commencé à faire tous leur classe. Où il y avait quand même c'était en face du Jamel Comedy Club. Sur les grands boulevards, du coup, il y a vrai qu'il y avait du beau monde entre guillemets, enfin qui n'étaient pas encore du beau monde, mais qui sont devenus du beau monde juste derrière. Ouais, c'était un peu le triangle d'or de l'humour. Ouais, de l'époque, de quoi. 2008. Tu vois, après, on se retrouvait là-bas après les scènes ouvertes pour faire des karaokés piano. Tu vois, c'était un petit côté un peu privat des L'ambiance humoristes. à l'époque était comment? Ah, c'était génial. En même temps, on était beaucoup moins d'humoristes. Oui. Du coup, il y avait un truc très solidaire parce qu'on sait la difficulté de ce métier quand tu fais ces choix de faire du one woman ou man show. C'est-à-dire qu'à un moment, t'entends le mot one et t'es seul, en fait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'as beau être, même si t'as un producteur, même si t'as ceci, cela, à un moment, il y a un truc de solitude où on arrive à le combler quand on est ensemble en tant que tous de la même galère, en fait. Et puis il y avait aussi un côté peut-être plusieurs horizons diverses. Ah oui, C'est-à-dire, il y c'était avait, pas- en fait, on venait de différents milieux sociaux. Moi, je me rappelle, on traînait beaucoup avec Bérangère Krief, Anne-Sophie Girard, Marine Baousson, Candy, Carole Guinel. Donc, il y avait un peu des... Tu vois, Guinel, par exemple, son père est un des journalistes BFM. Tu vois, tu le vois souvent en train de faire des trucs... donc, tu vois bien qu'elle vient pas du même milieu que moi, où mon père, il était en prison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait tous ces trucs... on était des gens, on se serait rencontrés nulle part ailleurs si on n'avait pas fait ce métier, en fait. Ouais, c'est ce que disent certains que dans le Mais c'est stand-up, certain, mais c'est tu- certain, Tu peux c'est- rencontrer tous les milieux. Tu vois, le fils de Chavannes, Ouais. Krief, tu vois, des gens que vraiment, je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ailleurs. Et au niveau de l'écriture, ça a joué par rapport à ça? Ah ouais, bien sûr. Je pense qu'effectivement, notre écriture est orientée en fonction de notre milieu social. Quand moi je viens raconter un peu soit des trucs un peu tabous parce que tu vois, sur le HUC ou quoi que ce soit, parce que j'ai grandi dans un quartier où c'était très tabou, où il y avait une pudeur, un quartier d'arabe. Voilà, je te Oui. dis ça tout de suite, Mo, c'est pour toi, cadeau, et tous les robots qui regardent, cric, cric, boum, tous ceux qui me disent oui, j'attends le mariage et qui se font prendre par le HUC. Voilà ce qui se passe. Non, c'est la vérité. Vous voulez des vérités? Braque, braque. Qu'est-ce qu'il y a?
On connaît. Bref, et du coup, c'était un truc très, très malaisant. Tu vois ce que je veux dire? Personne parlait de Huck, soi-disant personne ne le faisait, etc. Mais elles se retrouvaient tous en cloque à 16 ans. Bref. Et du coup, moi, aujourd'hui, ça m'importe de venir en tant que femme parler de ça parce que je sais qu'en 2021, la sexualité féminine, c'est encore super tabou, en fait. Et c'est gênant. De pas pouvoir être à l'aise dans notre sexualité sans que ça on soit prise pour des salopes, soit tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est toujours tabou. Moi, j'ai plus l'impression. Tu rigoles. Moi, je fais mon sketch sur la masturbation. Ouais. Voilà, les mecs qui se branlent, c'est un truc qui est totalement admis. Vous en faites des expressions. Moi, je pose la question. Je vois les meufs qui commencent à rougir en fait. Enfin, quand je veux dire, alors qu'on a tous mis notre doigt dans notre schneck. Quand je veux dire que c'est plus tabou, c'est-à-dire à une époque. Rien que le fait d'en parler, c'était problématique. Encore aujourd'hui, frérot. Encore aujourd'hui, hein. T'as vu, moi, mon sketch, sinon, j'aurais plus besoin de tourner avec, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas des rires, c'est des rires, des fois, de gêne. Parce que je leur parle de vibro, je leur parle de tout ça. Et alors que j'en suis sûr que ils ont tous une boîte chez elles, que dès que leurs mecs, ils ont mal fini le travail, ils finissent avec le vibro, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est juste que c'est des choses qu'on ne dit pas. Tu vois, c'est des choses qui restent de l'ordre de l'intimité, etc. pour les femmes, mais pas pour les mecs. Du coup, moi, je te dis, même dans mon traumatisme de quartier où fallait vraiment pas le dire, etc. Tu vois, moi, j'ai eu mon premier mec, entre guillemets, j'avais 17 ans, tu vois, je me suis fait dépuceler presque à 19, parce que j'étais vraiment dans le schéma traditionnel. Dans le schéma, tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas être vue comme une pute, je voulais pas être un peu rejetée de tout ça. Donc, à un moment, tu suis les règles ou tu les suis pas, en fait, tu vois. Est-ce que tu vois par rapport à la place des femmes dans le stand-up, qu'il y a quand même plus de place pour elles ou pas assez? Je pense qu'en vrai, les places, on doit se les faire. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, on doit 3 fois plus de travail que les autres. Mais si tu veux te la faire, tu peux la faire. Tu vois, il y a des doulis, il y a des blanches. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, il y a des fadilis, il y a ce genre de gens. C'est des meufs, mais ils ont percé, en fait, tu vois. Donc, effectivement, je pense que pour 5 mecs qui percent, il y a peut-être une meuf qui perce. Mais en même temps, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, je pense que ça vient aussi des schémas qu'on impose aux femmes, et du coup on est beaucoup moins à l'aise même dans notre humour, parce qu'une femme c'est pas censé être drôle en fait, une femme c'est censé être douce, mignonne, et quand t'es une femme humoriste, derrière tu baisses pas, hein. Tu vois ce que je veux dire? Autant t'es un mec, tu montes sur scène, tu sors de scène, il y a toujours 2-3 petites poufs au premier rang qui... Et moi, je connais plein d'humoristes, je citerai pas de nom, mais qui le lendemain matin me disaient, tu te rappelles la meuf qui criait au premier rang? Eh ben, cette nuit, elle a crié dans mon lit. Point. Je citerai pas de nom, mais tu sais très bien de qui je parle. Tu citais aussi dans tes références Muriel Robin ou Foresti. Ah, j'adore Foresti. Vraiment, mais comme moi, perso, quand je vois Foresti, je vois un petit peu du Diodo et du Robin. Tu vois, je pense qu'elle a beaucoup aimé ces deux personnages, tu vois, qui ont dû sûrement l'inspirer parce que dans son jeu, en tout cas, il y a un truc très Robin et un truc très Dieudonné. Et comment t'as vu l'évolution là du stand-up? Parce que t'as connu le début, là maintenant en 2021, t'as une explosion de plateaux, de spectacles. Ouais, mais alors je pense que Netflix a été très influent pour beaucoup d'humoristes. Qui du coup se mangent des heures de stand-up américain, français. C'est voilà, avec Prime, avec tous les spectacles. Là aujourd'hui même Prime, tu sens qu'ils mettent des spectacles qui sont pas prêts, mais parce qu'il faut mettre du spectacle, quoi, tu vois. Et tu regardes le truc, tu dis frérot, t'es en train de me parler de nouilles dans ton slip, quoi, tu vois ce que je veux dire? Si je veux regarder ça, je vais regarder Patrick Sébastien en fait, tu vois. Donc il y a une influence de ça. Du coup il y a des jeunes qui arrivent en ayant une certaine assurance parce qu'ils se disent moi je sais comment ça marche, je connais le fonctionnement des trucs et tout parce que j'ai vu du stand-up à la télé. Mais quoi qu'il arrive, l'aisance que tu peux avoir et la détente sur scène, à part faire de la scène, tu l'as nulle part ailleurs. En fait, t'auras beau lire, regarder, faire ce que tu veux, jouer, c'est le seul secret. Et l'ambiance, elle a évolué comment? Elle a évolué. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de gens qui veulent se tirer la couverture. Il y a beaucoup de gens qui, au bout de 6 mois, se prennent déjà pour des restas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Soit aussi des mecs qui viennent de YouTube, qui ont déjà une certaine population qui les suit, etc., qui viennent en se disant déjà en mode ça, mais en fait, frérot, c'est pas parce que tu fais bien des vidéos dans ta salle de bain que tu vas arriver sur scène et que tu vas être aussi efficace, en fait, parce que c'est 2 travails totalement différents. Moi, perso, en vidéo, je sais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas faire des vidéos, je connais pas le rythme, le truc. Après, tu me mets sur scène, et tu sens quand même l'expérience par rapport à quelqu'un qui a 1 an de scène et 12 ans de vidéo derrière. Ouais, surtout après toi, par rapport aux réseaux sociaux,
Ah, je suis nul. Réseaux sociaux. Mais tu sais, je suis pas la génération des réseaux sociaux. Justement, parce que c'est important maintenant pour remplir Oui, des salles. mais je sais, mais du coup, pour moi, c'est une intrusion dans ma vie privée où j'ai beaucoup de mal parce que déjà, j'ai l'impression de me livrer beaucoup sur scène. Alors, si en plus, je leur montre quand le matin, je fais caca, quand je sors de la douche, quand je viens de manger des pâtes, quand mon chien vient de faire caca, quand je me fais arrêter par les... Tu sais, à un moment, ça fait que je pense que, tu vois, je deviendrai un peu ouf parce que c'est trop d'emprise sur toute ma vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis peut-être pas assez littéraire. C'est-à-dire, je trouve que t'es une humoriste un peu littéraire pour moi. C'est-à-dire, t'es quelqu'un qui est très cérébral, J'essaye. très en place, et que peut-être que le format ne te convient pas à cause de ça. Parce que c'est peut-être trop... Toi, il te faut plus de temps peut-être des fois pour envoyer... Tu sais, quand tu fais un beat, il faut qu'il dure quelques minutes pour arriver à la chute. Ouais. Et peut-être que le format ultra vif, 30-40 secondes, ça te plaît pas trop, quoi. Ouais, c'est même pas ça. C'est vraiment, je pense que je suis pas à l'aise, tu vois. En tout cas, même niveau technique, je sais pas monter les vidéos, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc où la vidéo, c'est quand même beaucoup comme quand on joue, tu vois, pour la télé, en fait. Tu vois, un montage, ça refait tout un sketch. Tu vois ce que je veux dire? T'as beau. Moi, j'ai vu, je balance encore, frérot, braque. Moi, j'ai vu des meufs, tu vois, genre sur des captas télé, jouer leur sketch, monter sur scène, jouer leur sketch, bafouiller un petit peu et vraiment de elle-même dire « Attendez, je recommence à zéro ». Ça, pour moi, le stand-up, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? T'es sur scène, soit c'est le réalisateur, le prod qui dit « Attends, on coupe, on recommence », mais de toi-même, en libre arbitre, en tant que comédienne, nique ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas être professionnel. T'es là, tu bégayes, au pire, tu reprends ta phrase et tu vois ce que je veux dire? Mais t'es du stand-up, en fait. Tu peux pas sortir de scène et redire, attendez, je refais mes 4 premières minutes que je viens de vous... Non! Tu vois ce que je veux dire? Soit t'as l'expérience, t'as le bagage derrière pour récupérer le truc, en fait, tu vois? D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai bien aimé ton bout de spectacle Poc. Ouais. Que t'avais fait pour Teva. Comment Ouais. ça s'est passé? Il y avait un peu de public, je voyais qu'il y avait... Ah, il y avait beaucoup de public. On a joué à l'Alhambra. C'était... Un beau théâtre, ouais. Ouais, ça claque l'Alhambra en plus. Et ouais, c'était un sketch pour une chaîne câblée. Oui. Une chaîne câblée pour Ouais. les femmes où personne ne regarde. Mais heureusement, ils mettent des extraits sur Facebook. Ouais, Teva, ils font pas mal pour l'humour. Hein. Ouais, mais humour meuf et oui, moi je suis contente parce qu'ils m'invitent régulièrement. Et après ma vidéo là dont tu parles, elle a fait 6 millions de vues sur Facebook, Oui. donc je suis contente Bravo. quand même. Ouais, je suis contente de ça. Elle est prise pour ça. Souvent du coup les gens quand ils me voient dans la rue, ils me font t'es la meuf qui agresse à la poste. Ouais, c'est moi. Tu veux que je t'agresse aussi? Et tu l'as écrit en combien de temps ce Ce sketch, ouais. en vrai, c'est du vécu, donc en soi, je l'ai rodé pendant 6 mois peut-être sur scène, mais je l'ai pas écrit. En fait, je l'ai juste résumé mon émotion du moment où cette dame a fait ça à cette grand-mère, quoi. Et quand tu l'as joué devant des caméras, Ouais. tu l'as mis en scène par rapport aux caméras, tu t'es adapté. Est-ce qu'il y a une façon différente de jouer Non, quand t'es filmé ou... non, bah Toi, à c'est la pareil. base, tu dois être dans le même naturel. Après, la seule différence quand t'es filmé, c'est que tu peux laisser genre des silences. Si ça marche pas, même tu fais un silence et tu souris, et tu sais qu'ils vont Ouais. rajouter des claps derrière. Tu vois. Oui. C'est la joie du montage. Tu Mais après, vois, mais- tu t'habilles différemment que quand tu fais un plateau. Oui, scène ouverte. voilà. Ah Moi, oui, je- oui, moi, je Tu voilà. sors les habits de lumière. Ah oui, bah Je tu parlais sors les plus habits. des act-out, c'est-à-dire tu vois les gestes. Ah non, bah non, ça Action sur scène, un peu que plus. ce soit sur scène ou devant Ouais. une cam, si tu fais du stand-up, tu fais du stand-up en fait. Tu vois, si à la rigueur tu vas faire du théâtre, tu vois, avec le 4e mur et où il faut exagérer, tu es là, oh ciel, mon mari est caché sous le lit, vite, rangeons mon amant dans l'armoire. Tu vois, ce genre de choses où peut-être tu dois être plus, mais sinon, D'accord. Et tu disais le stand-up permet de rire de nos défauts. ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah ouais, bah regarde là mon sketch du POC par exemple, j'explique que bah je suis un peu pété de la tête en fait, tu vois ce que je veux dire, que pour un rien, je peux sortir de mes gonds et faire des choses que j'assume pas si j'ai pas poké en fait, dire des choses, insulter des gens que je connais pas gratos. Moi j'ai pété là et encore maintenant je commence à voir un psy etc. Oui, je me suis embourgeoisée un peu. On voit des psys maintenant, c'est fini hein, les pattes de ça. Et Enfin, un psy ou un coach mental? un psy Ouais. qui est même un psychiatre, tu vois, donc c'est même pas un psychologue, je vais voir un psychiatre qui me file des anxiolytiques et en fait je suis un peu borderline. Du D'accord. coup, j'ai des tu vois, j'ai des médocs aussi. Ouais, j'ai des médocs, si vous voulez, je les revends au cas où j'en ai à revendre. Et j'ai des régulateurs d'humeur en fait parce que je suis épileptique.
Et en fait, D'accord. ça joue beaucoup sur mes POC, etc. Et du coup, là, ils m'ont filé des anticonvulsifs qui sont aussi régulateurs d'humeur et pour le côté un peu borderline. C'est-à-dire que je suis pas bipolaire, mais borderline quand même. Et toujours plein d'énergie en fait quand on te voit arriver sur les plateaux, c'est. Ouais, je suis un petit peu, Tu je canalises suis comment hyper active en plus, tu Oui. vois, donc vraiment, j'ai psychologiquement plein de problèmes, mais personne n'ose me le dire, tu vois, ils me disent tous, tu sais, j'embrouille un peu tout le monde, on me dit, t'es une chippie, hein, t'es une chippie, parce que j'ai fait aussi 7 ans de boxe taille, donc les gens, généralement, Faut pas t'embrouiller. tu vois, même tu sais, Kader, il sait aussi, à chaque fois, s'il a besoin de se taper ou quoi, il me dit, moi, si un jour il y a la guerre, Marie, je te prends dans mon armée, tu vois. Moi, il y a aucun, même les bonhommes du stand-up et tout, s'il faut qu'on se tape, je suis Al, hein, et j'en ai plein, et la vie de ma grand-mère, j'en suis sûr que je les défonce. Point. Et je citerai pas de nom, mais là, tu sais que je parle de toi. Donc maintenant, t'en es à combien 12 ans de carrière environ, là 12, 13 C'est gênant. Ah non, c'est pas... Non, Non, au moins, non, ouais, faut ouais. le voir. Parce Mais qu'en c'est fait... dur hein, en fait, de rester dans ce métier sans avoir vraiment percé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me Ouais. sens vraiment comme une guerrière parce qu'en vrai, en underground dans le métier, les gens savent qui je suis. Tu vois, après, dans le popularité, non. Mais quand je vais dans une cave, généralement, les gens savent qui je suis, en Ouais, fait, ouais. tu vois. Je dis ça parce que dans un podcast, je crois, ou une interview, tu disais que bon, c'est comme un enfant qui naît au début quand il commence à jouer. Donc, disons que si t'as 12, 13 ans maintenant d'expérience de... Ouais, de je suis une scène, adolescente du stand-up, en fait. tu vois. ton écriture, actuellement, est-ce qu'elle te convient maintenant? T'as trouvé ton... En tout cas, les axes que je veux aborder, oui. Maintenant, elle me convient de plus en plus, mais je suis pas encore à mon apogée de plume, en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, j'aborde des sujets plus profonds, des choses qui me touchent, que ce soit l'homophobie, que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Là, je parle aussi. J'ai fait un sketch sur le réchauffement climatique pour Autour d'eux. Tu vois, des sujets un peu plus profonds. Autour d'eux, c'est... C'est pour France TV Slash. D'accord. C'est une émission. Là, c'était Autour de Redouane Arjan. Ah oui, c'est une émission, ouais, d'accord, je la vois. Voilà, c'est une émission Ah, ça va. où il nous D'accord. donne un thème imposé, on doit écrire dessus, tu vois. Ouais, et ok. effectivement, aujourd'hui, j'essaye de mettre de la profondeur dans mes textes. J'ai commencé au début, j'écrivais des textes pour sur les émissions de télé d'M6 qui nous éduquent, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye quand même de mettre un peu plus. Je vais avoir 40 piges bientôt, quoi, tu vois. Donc Ah ouais. ouais, je sais, je les fais pas. Merci David. Et un conseil que tu pourrais donner à un jeune humoriste. C'est qui pas veut ça. Fais pas Change. ça. Va-t'en, vite, c'est maintenant. Va bosser à la poste. Non, financier. Voilà, va faire informatique, créateur de jeux vidéo. On n'y va pas. Voilà, fais un truc dans la banque ou dans le pharmaceutique. Ouais, Là, c'est dur de sortir de ce parce que beaucoup d'humoristes disent ouais quand tu te prends les premiers rires c'est comme un virus tu le Ouais, chopes. mais peux quand pas. tu prends les premiers bits, c'est comme le sida. Là aussi, hein, t'en meurs. Hein. Il y en a, je peux te dire qu'il y en a plein qui ont fini en HP, hôpital psychiatrique, tu vois. Mais vraiment, moi j'ai toujours dit de toute manière, la différence entre un comédien et un fou, c'est juste l'intermittence. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, un comédien qui perd son intermittence, bah, ça devient juste un fou, tu vois. On est là à dire des choses, à faire des choses que les gens acceptent en disant ah, oh, la vie d'artiste. Mais si t'es pas un artiste et que tu fais ça, t'es juste un fou, en fait, tu vois. Donc nous, on a la chance, tu vois, on est caché sous le couvert de l'artiste et ça nous permet de pouvoir boire, fumer, dire des choses aux gens, dire ah ça va, je suis comédien. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu l'es pas, en vrai, juste t'es fait des hashtags MeToo, tu te fais défoncer parce que les gens disent d'où tu me parles comme as. Alors que nous, on est là et les gens font ah il est con, ah tu m'en as mis plein la gueule quand même, hein. Et on leur fouette le cul et ils sont contents quand même. D'accord. Par rapport à tes projets, là, est-ce que là, tu te fixes un petit peu des objectifs? Millionnaire dans 2 ans. Millionnaire avant 50 ans. Ouais. Voilà. Je vais racheter le Paname, là. J'ai vu avec Karim. C'est bon, ça, on peut- Karim, on peut il va parler. retourner au bled. Et il s'est construit une villa et il a une Maserati. Et maintenant, c'est à mon tour. Et je vais garder Harlem, par contre. D'accord. Lui, il dégage au bled. Harlem, il reste avec Tata. Et à part ça? À part... Canard J'ai mon spectacle. Ouais. J'ai mon nouveau spectacle qui tourne, qui a commencé à tourner. J'étais joué à 3, etc. Là, je vais aller jouer en Suisse, tout Redis-moi ça. le nom du spectacle parce que... Marie Desrolles, c'est que de l'amour, D'accord. avec petit Astérix, et tu regardes la petite Astérix et du D'accord. cul. Voilà, mais c'est écrit sur le mur, faut le trouver sur l'affiche. En fait, j'ai fait une affiche assez créative, Subtil. subtile. Je suis nue dans un bain qui ressemble à un mojito Oui. et avec des citrons. À savoir que c'était vraiment des vrais citrons. On a acheté, c'est pas du photomontage, on a acheté une 60aine de citrons. Et juste à titre d'information, si quelqu'un a envie de faire une baignoire et un bain de citron, Bellec te rase pas avant ça pique. Ah oui. C'est Très important. Ah, c'est vraiment, je m'étais rasé la schneck juste avant. Vraiment, je peux te dire que il y a un truc qui, les jambes, tout ça, c'était très désagréable. Faut pas être douillé. Non, mais l'affiche est belle. Et t'as aussi ton plateau que tu fais toujours. Je fais le plateau qui s'appelle le Comédie Sauvage le samedi.
Et là, Jardin sauvage. Ouais, au Jardin Sauvage, une péniche en face d'Austerlitz qui est trop mignonne. Et là, j'ai monté un nouveau truc le jeudi et vendredi qui s'appelle l'Insomniac Comedy, dans un petit bar l'Insomniac d'un pote, tu vois. D'accord. Et voilà, quoi. Et en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta Mais carrière. merci à vous, c'était Merci rigolo. d'avoir été avec nous dans ce podcast. Juste, Et, faut nous donner Pourquoi rendez-vous plus tard. plus tard. D'accord, oui, parce qu'on a c'est fait les bon, rendez-vous à puis un peu 14h. Le matin, quoi. Le matin pour les artistes. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps et Merci, Marie. d'avoir mis ton réveil de venir avec nous. Merci à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao, Pantin. Le Pitch Club.